Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bien évidemment, et je dis pas bonsoir parce que là, normalement, aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 mai, même si on triche un peu parce qu'on a enregistré ça plutôt le mardi 11 mai. Je suis avec le deuxième larron dans ma bouche. C'est un compliment du podcast Scope. Le podcast qui est une émission axée autour du cinéma, un long podcast où l'on prend le temps de questionner un sujet, un cinéaste, etc. Hier, vous aviez Borat 8. Aujourd'hui, ce sera Lucas Reboa. Comment vas-tu, Lucas ? Très bien, merci. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, on s'en fout un peu, mais c'est le plus important, c'est qu'on soit là. Juste, je contextualise un petit peu cette émission, comme je l'ai fait hier avec Borat. Demain, mercredi 19, nous aurons la chance de rencontrer donc le troisième personnage de Artopolis. Et le jeudi 20, ce sera Archimède Kebab. Et je pense qu'on n'a même pas besoin de faire une émission quand on entend Archimède Kebab. Je crois que le commentaire, là, tout est dit. Archimède Kebab, c'est génial. Et pourquoi je me suis intéressé à Scope, le podcast ? Parce qu'ils ont eu une idée extraordinaire que j'avais eu moi aussi, mais ils ont été beaucoup plus rapides que moi et je leur en veux d'une manière extrêmement mortelle, à savoir, ils se sont dit pourquoi ne pas parler de Johnny Hallyday au cinéma, et c'est une idée extraordinaire. Le podcast, ils l'ont fait. D'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien. Allez-y, prenez le temps, écoutez-les, c'est passionnant. Il y a pas mal, ils parlent de 4 films sur 3 heures, donc imaginez, parce que Johnny n'a pas fait 4 films, il a fait beaucoup plus. Donc, avec Artopolis, on s'est dit pourquoi j'ai proposé à Artopolis de les inviter à un live pour parler de Johnny. Il a accepté et je lui ai proposé, en plus de cela, de consacrer toute cette semaine au Scope, le podcast, c'est-à-dire donc tous les jours un petit fait croquer avec toutes les personnes qui composent cette magnifique rédaction, et de les discuter un peu avec eux, de voir un peu qui ils sont, d'où ils viennent. Et jeudi, c'est l'apothéose, on se retrouvera tous les 5 pour discuter donc de la figure un peu particulière et importante quand même de Johnny Hallyday dans le cinéma. Voilà, donc j'arrête là, fait croquer, vous savez ce que c'est. On va rencontrer des gens qui questionnent le cinéma à leur manière sur Internet. Et donc, aujourd'hui, c'est Scope, le podcast avec Lucas. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Elle est très simple. Et en même temps, il faut un peu chercher dans ses souvenirs. C'est la fameuse image. C'est la fameuse image marquante. Bah oui, je sais que maintenant tout le monde s'est préparé. Le premier à qui j'avais posé la question, c'était Reggie Legoria qui m'avait dit quoi, qu'est-ce qui se passe, et qui a tout de suite trouvé l'image marquante. Donc il a été juste extraordinaire. Je le salue entre parenthèses. Donc cette image, pour celles et ceux qui découvrent ce concept, c'est une image marquante qui a un lien avec la passion que tu as aujourd'hui pour le cinéma, qui t'aurait un peu construite. Donc ça peut être une image d'un film, ça peut être aussi une photographie, ça peut être un tableau, quelque chose que tu aurais rêvé, quelque chose que tu as imaginé en voyant une scène de la vie du quotidien. Voilà. Quelle serait donc cette image marquante pour toi, Lucas ? Alors, j'ai pas mal réfléchi en amont. Et c'est vrai que souvent, quand je parle de mon rapport au cinéma, de qu'est-ce qui m'a fait basculer, on va dire, d'un spectateur lambda, de quelqu'un qui regarde des films pour s'amuser, pour se divertir, à quelqu'un qui s'intéresse vraiment au cinéma en tant qu'art. Et c'est arrivé quand j'avais, je dirais, 12-13 ans, le jour où j'ai vu le film Pulp Fiction, complètement par hasard. Et je pense que justement l'image qui m'a marqué, c'est cette jaquette de VHS de Pulp Fiction, qui est bon, c'est pas très original, hein, l'affiche de Pulp Fiction, tout le monde l'a eu dans sa chambre ado, c'est un truc, ouais, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas j'aurais pu trouver plus original, désolé, mais ça va être cette affiche de Pulp Fiction que j'ai vue parmi les VHS de mes parents depuis que je suis né, quasiment. Et ça m'avait toujours un peu intrigué parce que je me souviens du verso de la jaquette que j'avais lu, je regardais les images. J'habitais chez ma mère à cette époque-là, c'était une cassette à ma mère, et ma mère était assez stricte sur ce que j'avais le droit de voir ou pas. Donc, j'avais évidemment pas le droit de voir Pulp Fiction. Et un jour où elle était absente, du coup, quand j'avais 12-13 ans, une soirée où elle était absente, ce qui était très rare que je reste seul pour une soirée, je me suis dit,
ben, je vais en profiter pour voilà, regarder une cassette que j'ai pas le droit de voir. Et je me souviens de cette cassette qui m'avait toujours intrigué. En plus, avec cette femme allongée de façon un peu lascive sur la jaquette. Donc moi, à 12-13 ans, je me dis, ma mère veut pas que je regarde, j'imagine que ça doit être un petit peu coquin. Ça l'est pas. Au final, j'ai été déçu de ce côté-là, mais je me suis pris une véritable claque. Le film est assez long, 2h30. Et c'est vraiment le jour où j'ai pris conscience que le cinéma était un mode d'expression artistique, en plus d'être un divertissement. Et je pense, j'ai pas mal réfléchi à la question, souvent quand je parle de Pulp Fiction, pour ça, c'est que je pense que Tarantino arrive à faire du divertissement tout en ayant une forme dans sa réalisation, des choses qu'il emprunte à la nouvelle vague, au cinéma japonais, à plein d'autres styles, qui sont comment dire, des effets de réalisation, des gimmicks très visibles. Et moi, à cette époque-là, j'étais fan de Star Wars, il y avait les Matrix, Seigneur des Anneaux, tout ça, qui étaient des films, on va dire, où je m'intéressais peu à la réalisation, ou en tout cas, la réalisation ne me sautait pas aux yeux. J'avais l'impression que tout passait fluidement, quoi. Et là, pour la première fois, de par ce film découpé un peu de façon étrange, qui sortait de ce que j'avais l'habitude de voir, ça m'a fait comme un choc, et je me suis dit, c'est donc... je me suis dit, j'ai envie de revivre ça. Alors, pour te dire, j'ai vu le film. Quand la cassette s'est terminée, je l'ai rembobiné, j'ai regardé une deuxième fois tout de suite après. Et le film m'a obsédé pendant plusieurs jours. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais j'ai envie de retrouver ça, comment ça marche, comment je peux retrouver la même sensation de voir un film. Alors, on m'a dit, il faut que tu regardes des films du même réalisateur. C'est là que j'ai compris la notion d'auteur au cinéma. Après, une fois que j'ai poncé les Tarantino, je me suis dit comment aller au-delà. On m'a dit, tu regardes ses inspirations. Je me souviens, je traînais sur Internet, je voyais... Pulp Fiction s'inspirait de la nouvelle vague, du western spaghetti, tout ça. Donc j'ai découvert petit à petit tout un pan du cinéma en partant de ce film-là. Et c'est pour ça que même si aujourd'hui je suis un peu mitigé sur Tarantino, que j'ai tendance à trouver peut-être un petit peu surestimé, je trouve qu'il a quand même que ça peut être une belle porte d'entrée vers tout un pan assez éclectique de cinéma. Et c'est pour ça quand on me demande un peu quel est mon rapport enfin, quand je pense aussi à mon histoire avec le cinéma, quelle est la première image qui me vient en tête? C'est vraiment cette VHS de Pulp Fiction, qui d'ailleurs, en plus, je crois qu'elle est chez moi maintenant, elle doit traîner dans un coin pareil avec un tas de VHS, qui m'a du coup obsédé et qui reste encore aujourd'hui comme peut-être un des plus grands chocs de ma vie. En fait, peut-être que ton premier véritable passeur fut Quentin Tarantino, si je comprends bien, parce que de par son film et de par sa façon d'aller emprunter, comme dit Xavier Dolan quand il parle de son premier film J'ai tué ma mère, il dit c'est un film d'emprunteur. J'aime beaucoup cette notion-là. Et donc, c'est quelqu'un qui a emprunté effectivement à d'autres styles, d'autres cinéastes. Et toi, avec cette particularité aussi incroyable, c'est que tu viens d'une génération où tu avais la possibilité de pouvoir voir des films peut-être plus facilement que les générations précédentes, comme la mienne par exemple. Et ça, c'est intéressant, ça aussi, je pense. Et comment dire, avant, ce qui est assez étonnant, c'est que pourtant j'aimais beaucoup le cinéma déjà avant, mais c'est vraiment, j'avais un rapport, on va dire, plutôt de cinéphage que de cinéphile. Tu vois, j'aimais regarder des films pour vivre des aventures. À l'époque, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune que 12-13 ans, vers on va dire 9-10 ans, je regardais les cassettes d'Indiana Jones en boucle. Et tu sais, il y a cette façon, quand tu es enfant, de vivre un peu à la première personne un film quand tu le regardes, de t'impliquer vraiment dans le film, que ce soit Star Wars, Indiana Jones, tu as une vraie impression de vivre une aventure avec tes personnages. Tu vas être, je sais pas, quand tu es petit, tu regardes Dragon Ball à la télé, tu essaies de faire les caméras, tu as envie de te déguiser dans les personnages que tu vois, tu as envie de les vivre, tout ça. Et c'est vraiment le moment où j'ai eu ce rapport, où je suis sorti de ce rapport, on va dire... j'ai pas le mot, ce rapport peut-être un peu passif avec le film. Enfin, d'accord. Passif dans le sens sans l'intellectualiser, avec ce moment où j'ai pris conscience de la forme du film. Pris conscience, j'ai commencé à intellectualiser, à me dire, mais le film, c'est pas uniquement on pose une caméra et il se passe des choses devant et peu importe, on filme en boucle quoi, pendant 2 heures avec un montage qui est... J'avais ni conscience du montage, ni conscience de la réalisation, ni conscience de toutes ces choses-là en fait à l'époque. C'était des choses qui
me paraissaient, comment dire, qui me paraissaient accessoires. Je pensais que toute la magie naissait, je sais pas, dans les décors, dans le jeu des acteurs, dans tout ça, et que, on va dire, je regardais un film comme j'aurais vu une forme de réalité, que j'aurais observé comme un voyeur à travers ma télé. Là, je suis passé d'un seul coup de l'autre côté, un petit peu, je suis passé de l'autre côté du miroir, quoi. D'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait cette dimension artistique, cette dimension peut-être un peu plus intellectuelle dans le cinéma, que l'essence du film ne résidait pas uniquement dans son histoire, quoi. Mais est-ce que cette sensation nouvelle que tu as ressentie, est-ce qu'au début, ça t'a un peu fait peur? Peur parce que tu avais peut-être cette sensation aussi, autre sensation de peut-être de t'écarter un petit peu de ce qu'on a appelé le grand public, le côté je vois des films pour me divertir. Je résume très, très grossièrement. Est-ce que cette sensation t'a un peu fait peur au départ? Je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai déjà eu des discussions similaires avec beaucoup de cinéphiles. On a un peu ce même rapport, quoi, un peu l'évolution. On est passé. Il y a cette période de transition dans laquelle on va dire que tu prends peut-être moins de plaisir à voir un film qu'avant. Pour moi, l'avantage, comme c'est passé par Tarantino, on va dire que Tarantino, surtout quand t'es ado, fait des films qui sont quand même très cool à regarder. T'as ce côté vraiment esthétique du cool qui rendait le truc, même si on va dire que j'étais pas impliqué à la première personne dans l'histoire comme je pouvais l'être enfant devant Indiana Jones, je trouvais ça cool et plaisant à regarder. Donc c'est plus après, quand j'ai commencé à me tourner peut-être vers des choses un peu plus, comment dire, peut-être un peu moins accessibles, comme la nouvelle vague française ou des films un peu plus autorisants, que j'ai commencé à avoir cette impression. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrivais plus, j'ai eu une période de transition où j'arrivais plus à prendre, on va dire, du plaisir devant des films à grand spectacle, grand public. Je sais pas, c'était la période à cette époque-là où il y avait l'explosion des films Avengers, c'était le tout début avec Iron Man, tout ça, et je me souviens que par exemple, je comprenais pas pourquoi enfant, et même encore à ce moment-là, j'étais fan des Spider-Man de Sam Raimi, mais pourquoi les films Avengers, ça m'en touchait une sans faire bouger le toit. Vraiment, je ressentais rien face à ces images-là. Et j'avais l'impression d'avoir atteint ça. Enfin, je voyais par rapport à mes potes de mon âge qui n'avaient pas le même intérêt pour le cinéma que moi, qui me disaient ouais, mais t'es chiant, quoi, pourquoi on va voir un film Avengers au cinéma, ça t'emmerde. Et c'est vrai que j'avais plutôt l'impression d'être un peu à part, quoi, d'avoir d'avoir un rapport différent des autres, sans pour autant réussir à comprendre quelle était cette différence. Et en plus, comme je disais, je devais avoir 14-15 ans, à ce moment-là, on va dire 13, 14, 15 ans, c'était l'époque un petit peu où on cherche à être différent tout en étant quand même, en n'ayant pas envie d'être rejeté, quoi. Et c'est vrai que le cinéma avait pris quand même une place importante dans ma vie, et je voyais dans mes potes, dans mon entourage, j'étais dans un petit lycée de campagne, petit collège de campagne, et à part un ou deux potes qui étaient un peu intéressés par le cinéma, j'étais considéré comme le gros relou qui avait pas d'autres sujets de discussion que le cinéma, et en plus qui leur parlait de films qui les intéressaient pas et qui les emmerdaient. Je me suis éloigné, je me souviens même plus quelle était la question. Non, tu es au contraire, tu es sur la route. Okay. Là, tu es sur la route. Et voilà, et c'est plus tard, quand à la fin de mon lycée, je me suis inscrit dans une école de cinéma. Ensuite, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé une école de cinéma que j'ai pas fini parce que c'était un petit peu, comment dire, j'ai pas envie d'être médisant, mais je pense que vaut mieux s'abstenir quand on est au lycée. C'est un petit conseil pour s'il y a des lycéens qui écoutent cette vidéo. À part si vous visez la Fémis ou Louis Lumière, vaut mieux ne pas payer une école de cinéma. C'est globalement un petit peu de l'arnaque. Après ça, j'ai eu une période où j'ai bossé, j'ai enchaîné pas mal d'intérim, de CD, puis j'ai repris une fac de philosophie. J'étais en licence là, et avec le Covid, tout ça, la Covid, je sais même plus. Oui, vraiment c'est la Covid. Bon, avec la Covid, ça a un petit peu stoppé mes études, parce qu'en parallèle, je bosse dans l'audiovisuel, dans l'événementiel, je fais des films de mariage, des choses comme ça.
Mais j'ai toujours eu comme envie de faire du cinéma. Donc, j'ai déjà réalisé plusieurs courts-métrages, certains dans le cadre d'études, de mes études, qui ne sont pas forcément disponibles sur Internet. Récemment, j'en ai fait un qui est sur ma chaîne YouTube, qui était plus une petite expérience, histoire de me remettre dans le bain. Puis, voilà, j'ai l'impression que depuis ce choc, justement, avec Pulp Fiction, le seul moteur de ma vie a été le cinéma à partir de ce jour-là. Et ça n'a pas changé, évidemment. Il y a eu des moments où je me suis posé des questions, où je me suis dit, il y a des périodes où on regarde moins de films que d'autres, il y a des périodes où on n'a pas envie de voir de films, où on n'a pas envie de découvrir de nouveaux films, où on s'enferme un peu dans un truc, puis comment dire, je pense que ce qui m'a pas mal motivé aussi, qui m'a pas mal aidé, c'est les réseaux sociaux, et notamment quand je me suis fait un compte Twitter j'avais un compte Twitter depuis longtemps, mais je m'y suis mis activement il y a 2-3 ans. Et dans mon entourage, j'avais du mal à rencontrer des gens, même quand j'étais en école de ciné, qui partageaient vraiment une passion aussi importante que moi pour le cinéma, ou des gens avec qui je peux avoir des discussions qui allaient être intéressantes sur le sujet. Et je trouve que on vit une époque assez formidable, parce que justement, grâce à Internet, à la base, c'était sur des groupes Facebook, des forums, puis maintenant Twitter, j'ai pu rencontrer énormément de gens, justement, que ce soit Borat, Artopolis ou Archimède, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Twitter, et aujourd'hui qui sont des amis, avec qui on échange beaucoup sur le cinéma, même si on a chacun des conceptions un petit peu différentes. Je suis très content de les avoir connus, et je me dis, j'ai de la chance de faire partie de cette génération qui peut se servir d'Internet pour discuter, échanger et rencontrer autour du cinéma. Et donc avant de commencer à parler de Scope, le podcast, si j'ai bien compris, il y a eu Tarantino qui a été un moment très important, parce que ça permet aussi de questionner d'autres types de cinéma, mais il y a aussi cette frustration de ne pas pouvoir dialoguer avec les gens de ton entourage, parce que voilà, tu es sensible à un certain cinéma, et puis surtout tu es sensible au fait qu'après avoir vu un film, il faut parler pour le refaire, ce film-là. Et donc, j'imagine que, avec aussi ce que tu dis par rapport à Internet, par rapport à Twitter, il était évident qu'il faille un moment que toi, tu te réunisses avec d'autres personnes pour pouvoir partager cette passion du cinéma. Donc, que la parole soit importante, quoi, chez toi. Quand on a lancé Scope, avant Scope, tout a commencé au début du confinement de l'année dernière. On avait eu l'idée, j'ai eu l'idée avec d'autres personnes de créer une sorte de... À la base, c'était un serveur Discord qu'on appelait le Ciné-Club des confinés, où l'idée, c'était en fait de créer un ciné-club hebdomadaire qui soit ouvert à tous les gens. On est passé via Twitter, parce que c'était le réseau social que j'utilisais le plus, qui soit ouvert à tous les gens qui y venaient, en fait. On choisissait un thème pour la semaine. Par exemple, je crois on avait fait une des premières émissions, c'était le film d'action. Chacun propose un film d'action. On organise un vote pendant une semaine. Puis le mercredi, on annonce le film de la semaine suivante, et on faisait un live pour parler du film qui avait été choisi de la semaine d'avant, où en fait le live était une forme de radio libre qui était ouvert à tout le monde. Tous les gens qui participaient au serveur Discord pouvaient venir parler, et on débattait du film. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal plu à l'époque. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'organiser ce genre d'émission, mais j'étais pas à l'époque, j'avais une quarantaine d'abonnés Twitter, j'étais pas très connu, et je me suis permis de lancer parce que j'avais commencé à fréquenter des gens un peu plus connus sur Twitter, à échanger avec eux, et du coup, je leur avais proposé ce projet en me disant, si vous me rejoignez, je sais que ça va attirer du coup plus de monde, que ça va permettre, parce que moi, avec ma petite communauté, si je proposais, je me suis retrouvé à parler tout seul, quoi, pendant 3 heures, et c'est ce que j'avais certainement pas envie, parce que j'aime parler, mais je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise quand il y a un échange, une idée de ping-pong, un peu d'idées, que parler tout seul. Et on a fait ça pendant quasiment toute la durée du confinement, un épisode hebdomadaire. Cela était sur ma chaîne YouTube. On avait parlé de Time and Tide de Treyarch, Persona de Bergman, je suis en train de réfléchir, Possession de Zulawski. Enfin, on avait traité un petit peu des
des films de tout horizon, de toute époque, de plein de réalisateurs différents. J'étais assez content du résultat. Puis après est venue la fin du confinement. On a tous eu des obligations, que ce soit professionnelles, des études, tout ça, qui faisait que ça devenait plus compliqué de faire une émission hebdomadaire, de s'impliquer autant. On a commencé à se poser des questions de comment continuer les lives, changer de format. Puis c'est là qu'on a eu cette idée de scope. On s'est dit, voilà, au lieu d'en faire un live hebdomadaire, on fait un live mensuel. Cette fois-ci où on parle... À la base, non, on a toujours parlé de 4 films, j'étais en train de réfléchir, je me mélange. On s'est dit parler de 4 films cette fois-ci, parce qu'avant, pendant les lives, on parlait que d'un film. Et c'est vrai que, pareil, les lives durent à peu près de 21h à minuit, 1h, mais on se retrouvait à faire 4 heures sur un seul film, où il y avait beaucoup de digressions, tout ça, donc ça restait sympa, on s'amusait, mais c'était peut-être moins pertinent que... Alors, au bout d'un moment, au bout de 4 heures, tu as fait un peu le tour du sujet, quoi. Oui. Et du coup, on a eu cette idée de parler de plusieurs films. Puis au fur et à mesure, on s'est un peu rodé. On a apporté des modifications. Au début, on parlait de 4 films un peu... comment dire, on prévoyait à l'avance ensemble les 4 films qu'on regardait. Et maintenant, on s'est dit, comme on est 4, on choisit chacun un film. Et chacun, on se fera chier à faire une petite présentation du film au début. Et chaque personne qui a choisi son film s'occupe un petit peu d'organiser la partie sur son film. Après, ça reste, comme je te le disais avant l'enregistrement, ça reste quelque chose qu'on fait très, comment dire, la bonne franquette. On s'emmerde pas, on est un peu, on rigole beaucoup. On a une atmosphère très potage, donc c'est vrai qu'on n'a pas la rigueur, je pense, qui serait nécessaire à aborder certains sujets. Des fois, bon, on a fait 4 heures d'émission sur Ça me pétille pas, où c'est vrai que des fois, je me dis, bon, peut-être que c'est des sujets qui mettraient un peu plus de rigueur, un peu plus de... Mais il y a cette idée de rester dans une forme de discussion entre potes, quoi, autour d'un sujet. On pense qu'on va évoluer petit à petit, essayer de quand même de prendre une approche un peu plus sérieuse. Mais bon, faut qu'on se motive un peu, quoi. J'ai l'impression que ça te travaille quand même, cette question. Bah, en soi, ça me travaille parce que tu vois, si tu me mets la pression, là, tu nous invites pour parler sur ta chaîne qui du coup, qui a une forme beaucoup plus sérieuse que nous, et du coup, moi, ça me met la pression. Je me dis, attends, nous, on fait des trucs à l'arrache, maintenant, va falloir qu'on se prépare sérieusement pour le live de jeudi, c'est ça? Mercredi, jeudi prochain. Ouais. Mais bon, je suis capable de rester sérieux aussi. Oui, et puis quand on écoute vos émissions, il y a quand même des propositions. Vous ne faites pas que de lire ou faire un montage Wikipédia, comme on peut voir chez certains de nos confrères et consoeurs. Donc non, il y a vraiment une proposition. Vous mouillez la chemise, quoi. Vous êtes là et vous dites, bon, peut-être qu'il y a ça et ça. Et il y a une fois sur, allez, peut-être à 70%, vous êtes un peu dans le faux, mais en même temps, dans le cinéma, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? C'est votre idée, elle est bien. Et puis, c'est vrai qu'on a très envie d'ouvrir la porte et de débattre avec vous quand on vous entend parler de cinéma, parce que soit vous contredire ou soit être d'accord avec vous, mais de rajouter quelque chose. Moi, je pense que comment dire, la promesse est tenue, le contrat est bon, quoi. Je veux dire, il y a un peu de ça. Comme je te disais, en fait, je suis divisé entre deux choses. C'est que d'un côté, j'apprécie la rigueur des choses qui sont quand même... et j'aime beaucoup écouter des spécialistes. Bah, tu vois, on en parle au début, par exemple, la chaîne d'Arnaud Lanuc, la maison du cinéma asiatique. Moi, je suis très porté sur le cinéma asiatique et j'apprécie énormément sa chaîne parce que c'est quelque chose de très carré, très académique et en même temps, avec énormément de recherche, très pointu. Et c'est ce que j'aime chez lui. Mais à côté, j'apprécie aussi cet aspect de un peu café du commerce, quoi, tout en étant des fois on dit quand même de sacrées conneries, où on est rarement d'accord entre nous, on a nos propres interprétations des films, et c'est vrai que des fois on peut être dans des conneries factuelles, de dire des bêtises, et sur le moment je m'en fous parce que voilà, on discute, mais c'est vrai qu'à posteriori, bon, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, donc on a quand même des remarques très pertinentes. Je suis assez content d'avoir, par exemple, il n'y a pas longtemps, je lisais justement sous notre émission sur Johnny Hallyday, quelqu'un qui nous a écrit un pavé
un énorme pavé ouais, parce qu'à la fin, on évoquait du coup le cinéma asiatique avec, le cinéma de Hong Kong avec Vengeance de Johnny To. Ouais. Et à la fin de l'émission, on a tendance à faire des petites recommandations. Bon, et moi, j'avais parlé d'un film de Wang Bing, un documentaire de Wang Bing que j'avais vu peu de temps avant. Et ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un qui rebondissait sur un petit détail, mais qui m'a écrit un pavé, parce que je disais Wang Bing, qui est un réalisateur, un documentariste chinois, qui fait beaucoup de documentaires sociaux. Et j'étais assez surpris. J'ai jamais trop creusé sa bio, mais j'étais quand même assez surpris je parlais de son documentaire La Folie, dans lequel il a filmé pendant plusieurs mois l'intérieur d'un asile psychiatrique. C'est un film de 4 heures. Et j'étais vraiment surpris. C'est un court-métrage, hein. C'est un court-métrage. C'est ça. C'est un court-métrage. Quand on connaît l'œuvre de Wang Bing, c'est un court-métrage. Hein, c'est ça. Et j'étais surpris de me dire comment les autorités chinoises le laissent réaliser ces films. Ça fait une vingtaine d'années qu'il fait, que ce soit Les âmes mortes, À l'ouest d'Irak, tout ça, quand même des documentaires qui sont assez à charge contre le Parti communiste chinois. Et comment ça se fait qu'il arrive toujours à les faire? Parce que j'imagine que ça doit être un bordel administratif. Et et justement, j'ai évoqué ça dans l'émission en détail. Je suis quand même assez surpris que la Chine le laisse faire. Et un gars qui m'a écrit un énorme pavé pour me dire, pour rebondir juste sur ce petit détail et me dire, j'ai beaucoup aimé votre émission pour Wang Bing. Il m'expliquait le truc qu'en réalité Wang Bing est un petit peu banni en Chine et qu'il fait ses documentaires de façon un petit peu pirate. Voilà. Et c'est ce genre de choses qui me font plaisir de me dire, voilà, on a peu d'auditeurs, en même temps on vise pas un public énorme et d'avoir peu d'auditeurs, mais des auditeurs passionnés comme ça, c'est de toute façon ce qui m'intéresse. Sinon, on fait des émissions sur Avengers si on voulait viser du grand public. Oui, mais oui, je vais le regard. Mais c'est gratifiant, je trouve, de recevoir un commentaire d'une personne qui va te parler peut-être du plus grand cinéaste de documentaire vivant aujourd'hui, hein, certainement. On parle de Wang Bing, pas de Werner Herzog. Non, on ne parle pas de Werner Herzog, qui est aussi un grand, mais alors lui, il sait plus ce qui est documentaire et fiction, c'est ce qui est encore mieux chez lui d'ailleurs. Werner Herzog, c'est pas un maître, c'est le soleil. Il est là, il est avec nous, là, Werner Herzog. Non, il est juste extraordinaire. Je peux me permettre, vu qu'on est entre cinéphiles, mais il y a un documentaire réalisé non pas par Werner Herzog, sur le monstre du Loch Ness. J'en ai entendu parler de ça. Ah, mais celui-là, il faut que vraiment tu le vois. Un faux documentaire avec Werner Herzog. C'est ça. J'ai vu des trucs sur son script. Voilà, et en fait, c'est un documentaire réalisé par... Donc, ça suit une équipe de tournage dont le metteur en scène est Werner Herzog, qui joue le rôle de Werner Herzog. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un petit dîner qu'organise Werner Herzog chez lui aux États-Unis. Je crois que c'est en Californie, la ville, je sais plus. Bref, et il a invité Jeff Goldblum, par exemple, qui est Jeff Goldblum et tout. Et Werner Herzog est en train de préparer un plat, je ne sais pas typiquement de quel pays d'Amérique du Sud, avec une espèce de légumes ou de fruits, je sais pas, je suis pour ça, et ceux qui regardent et qui disent putain, il dit n'importe quoi, Samir, là, n'hésitez pas à me contredire, mais de manière très gentille, s'il vous plaît. C'est vraiment là, c'est des souvenirs, des vieux souvenirs, et en gros, il explique que ce légume est un légume très très compliqué et très dangereux. Il faut savoir le couper d'une certaine manière, sinon on meurt. C'est-à-dire qu'on meurt. Donc, il faut vraiment bien le découper. Donc, c'est vraiment typiquement du Herzog. Et donc, ce soir-là, on rencontre le producteur de ce documentaire sur le monstre qui va... Et on comprend très vite que ce producteur, il y a un truc qui ne va pas avec lui. Il y a un problème. Et plus tard, dans le film, tu comprends qu'effectivement, il y a un très, très gros problème. C'est que c'est un branquignol. Et qu'il essaye plus ou moins... Puis, à un moment, Herzog, pendant le plein milieu du film... Et donc, pendant le tournage, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Il dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, on est sur le bateau, tu me ramènes une fille qui est... Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu me ramènes cette actrice d'ailleurs, j'ai pas besoin d'actrice pour ce documentaire, en même temps, cette actrice a l'impression qu'elle vient d'un film porno. Enfin, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Et il lui dit, attention, moi, je suis connu pour faire des films complètement barrés, donc ça veut dire que là, je sens qu'il y a un truc qui est barré en toi. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là où ça résume un peu le cinéma de Herzog, qui est prêt à aller dans une grotte ou dans un volcan pour filmer de près, véridique. Hein. Et donc Herzog, c'est le soleil. Mais pour revenir à Wang Bing, quand j'entends ça, je me dis tiens,
il y en a un qui a pris le temps de vous écrire un long C'est ça. pavé. Et surtout sur un détail, donc ça montre, en plus qu'on évoquait tout à la fin de l'émission, donc ça montre qu'il a écouté l'émission entière. Ce qui est très drôle, c'est que sur la dernière émission, en fait, on avait 2 commentaires. On avait ce commentaire, un pavé, c'était très drôle, ça représentait un petit peu justement la dualité dont je parlais un peu avant, le fait qu'on fasse ça à l'arrache, qu'en même temps, on se fait chier sur des petits trucs. C'est-à-dire que le premier commentaire, c'était un gros pavé sur quelqu'un qui revenait sur Wang Bing, et le deuxième commentaire, c'était quelqu'un qui disait « Putain, les gars, on dirait que vous enregistrez dans vos chiottes, là, c'est insupportable, les bruits de fond et tout, le clavier, vous faites chier. » Et ça m'a fait rire parce que du coup, c'est... comme je te dis, il y a ce côté live, on fait ça à l'arrache, un peu en étant... Il y a ce côté... J'aime bien le fait qu'on ait peu d'auditeurs aussi. Ça me met moins l'impression, la pression. On est beaucoup plus libre, on se lâche un peu plus. Là où tu as ce côté, si on avait des milliers d'auditeurs en direct, ou même des centaines d'auditeurs, je sais pas, je serais beaucoup moins serein pour parler, pour échanger. Et, je préfère avoir ma niche, être pas connu plutôt que. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je sais que c'est un truc. Je vois beaucoup de petits youtubeurs qui disent j'ai pas envie d'être connu, mais on sait que dans le fond, voilà, il y a cette envie quand même. J'ai pas envie d'être connu. On le dit tant qu'on n'est pas connu. On va dire une fois qu'on est connu, on est bien content d'être connu. Mais je pense qu'on a cette liberté du fait d'être des amateurs vraiment dans un format très très libre qu'on n'aurait pas liberté dans un format libre. C'est logique, liberté qu'on n'aurait pas si on était avec beaucoup plus d'auditeurs. Peut-être qu'il y a des blagues qu'on se permettrait pas de faire, des espèces de on se mettrait plus la pression, on serait plus rigoureux, et certainement ce serait pas plus mal quoi aussi. Mais bon. Je sais pas si tu connais ces 2 émissions appelées Le cinéma est mort et En attendant Godard. Alors, je connais de nom En attendant Godard, mais ouais. En fait, je suis un petit vieux, j'ai des podcasts que j'écoute depuis longtemps, et j'ai beaucoup de mal à me lancer un autre podcast parce que tu sais, je suis habitué à écouter mon podcast avec les gens que je connais, je reconnais tout ça à l'écoute, et du coup, écouter un nouveau podcast, il me faut un temps d'adaptation. J'ai vu que je crois que tu avais rencontré les deux. Enfin, les 2 associations. Les 2 associations, ce sont des radios. Enfin, c'est la même radio et ce sont 2 émissions différentes qui n'arrêtent pas de s'envoyer des pics. Mais c'est des potes. Ils s'adorent. Mais c'est très drôle. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que bon, ils existent depuis vraiment très longtemps, depuis plus de 15 ans. Je trouve que ce qu'ils font est juste génial. Et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour eux. Et leurs émissions sont super rigoureuses, très sérieuses, mais eux, c'est des joyeux lurons. Il faut les écouter. Quand ils se lâchent un peu, ça peut partir en vrille. Très souvent, et pas très souvent, mais quand ils fêtent, par exemple, la fin de l'année, qu'ils recensent, qu'ils listent les meilleurs films de l'année, bon, l'émission dure très longtemps et très souvent, on va dire qu'ils sont aidés, ils tutoient les anges, quoi. Je veux dire, voilà, ils sont un peu ailleurs, et c'est très bien. Et puis ils se prennent des photos entre eux, donc tu vois qu'effectivement ils sont en train de bouffer pendant qu'ils sont en train de parler de cinéma, de bouffer et de boire. Mais c'est super rigoureux, c'est vraiment des cracks. Je veux dire, ils parlent de tout ce que tu veux, du cinéma de genre, ou ça peut être aussi un cinéma qui est différent, comme celui de Romer ou de Godard ou des choses comme ça. Et ils sont très très pointus, mais comme je rebondis sur le fait qu'ils ont décidé d'en parler, mais de manière très sérieuse, d'en parler sérieusement, mais en utilisant l'ambiance d'une brasserie, et ça donne, et c'est très bien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs laboratoires de questionnement du cinéma sur Internet. C'est quand même un dosage que je connais pas du coup, mais là tu me donnes envie d'aller écouter. Mais c'est vrai que c'est un dosage un petit peu compliqué sur Internet, c'est-à-dire d'arriver à être entre l'accessible et l'académique, le pertinent. Et souvent, la plupart des youtubeurs mettent beaucoup de vannes dans leurs vidéos. C'est justement la dernière vidéo de toi que j'ai écoutée, c'était hier soir. En jouant, j'écoutais justement celle d'Arnaud Lanuc, et il expliquait
je trouvais ça assez intéressant, le fait qu'au début, il avait essayé de faire des vannes et qu'il s'est très vite rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Et du coup, il a préféré rester sur un académique très sérieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué quand j'essaye, je te dis, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il m'arrive de poster des petits essais, des trucs un petit peu comme ça, plus pour m'amuser personnellement que pour vraiment essayer de toucher un large public. Et moi-même, j'ai remarqué ça, c'est-à-dire que quand tu essaies, en fait, réussir à doser l'aspect, on va dire, vanne potache et en même temps sérieux, c'est très, très compliqué. Et bon, je ne suis pas là pour cracher sur YouTube et tout, mais il y a certains, surtout que j'en regarde très peu, je regardais, on va dire, les plus grands. J'ai arrêté de regarder des youtubeurs ciné depuis l'époque où c'était Fossoyeur de films, In the Panda, tout ça, il y a quand même 4-5 ans déjà, et puis maintenant, tout ce qui va être un peu nouvelle génération, Clapman, Régé, les Gaorilla, tout ça, je les connais via Twitter, via des discussions, des fois un petit peu animées qu'on a pu avoir sur Twitter, sur des sujets autour du cinéma, mais sinon, j'ai jamais regardé leurs vidéos. Mais je sais que, par exemple, pour prendre cet exemple, Karim Debache, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment très cultivé, mais je reproche à ses vidéos justement d'avoir une forme qui parfois va plus vers la vanne, vers comment dire, pour rendre des fois des choses assez pointues dont il a parlé très accessibles, mais ça a l'effet pervers de faire que la plupart de ses spectateurs vont plus retenir les vannes que ce qui va être... c'est ce que j'ai remarqué en discutant justement sur des forums de ciné avec plein de gens, même quand j'étais en école de ciné, plein de gens qui disent « Ah oui, j'adore le ciné, je suis avec Karim Debache », qui ressortent des vannes, des mèmes, tout ça. Mais au final, on va dire qu'il va y avoir 15 minutes de vannes pour que dans la vidéo, tu retiennes la règle des 180 degrés, qui est intéressant. Et on va dire que c'est des vidéos qui sont du très bon divertissement, que je trouve en plus vraiment très drôle. Moi, Karim Debache, il me fait rire, et toute son équipe, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si on veut atteindre un stade en étant populaire, on en vient à être obligé de sacrifier une forme de sérieux et de rigueur pour essayer de virer vers quelque chose de plus divertissant. Et en fait, ça a l'effet pervers de se dire on va parler à plus de monde, donner peut-être plus envie aux gens de s'ouvrir à un cinéma plus fermé, et au final en fait on se retrouve coincé dans une niche où on est pas assez sérieux pour les cinéphiles, et en même temps peut-être trop cinéphile pour les gens qu'on essaie d'intéresser, et du coup qui vont finalement juste regarder pour les vannes et pas s'intéresser au film dont on parle. Et c'est un dosage qui Internet a je disais tout à l'heure, ce côté très, très, très intéressant de pouvoir faire des rencontres intéressantes autour du cinéma, de pouvoir rencontrer, même quelle que soit notre passion, en fait, on peut faire des superbes rencontres. Des fois, dans la réalité, on est limité par son cercle social, qui est en réalité très, très limité, quoi. Mais là, on peut, je sais pas, se faire des amis qui vivent dans d'autres pays, qui partagent la même passion que nous en quelques clics. Et ça c'est beau, mais en même temps, je ne sais plus qui évoquait ça, je crois que c'était un sociologue ou un penseur en tout cas, qui parlait du fait que à chaque fois qu'un nouveau média a été créé, que ce soit la presse écrite, Internet, il y a au début une sorte d'horizontalité qui fait que le temps que le média se stabilise, au début, la parole de tout le monde va avoir la même valeur. Et c'est très bien d'un côté, parce que ça veut dire que c'est pas uniquement comment dire, qu'un inconnu peut faire une vidéo qui va avoir peut-être la même portée que quelqu'un de très connu. Mais en même temps, ça a tendance à casser la spécialisation. C'est-à-dire que ça va être la popularité qui va remplacer la spécialisation, que des gens qui vont peut-être avoir des doctorats en cinéma, pour prendre le sujet du cinéma, qui vont très bien connaître leur sujet, qui vont être capables d'avoir des choses très pertinentes, vont au final être beaucoup moins connus que, je sais pas moi, que In the Panda, pour prendre vraiment un gros youtubeur, qui lui fait des sujets plutôt populaires, des fois traités de façon un petit peu rapide, on va dire, sans rentrer vraiment dans les détails, et qui va être peut-être plus reconnu que des gens qui en réalité sont des vrais spécialistes. Et
j'ai tendance à penser qu'avec le temps, là, on est encore au balbutiement d'Internet, donc c'est normal que ça, qu'avec le temps, il va petit à petit, ça va s'arranger. Pardon. Je t'en prie. Mais je sais pas, tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple de Twitter, sur lequel il m'arrive souvent de débattre, d'avoir un petit peu des discussions un peu vives. Il y a un débat, par exemple, que je vois revenir souvent. C'est la fameuse question, au point que ça en devienne une vanne sur le Twitter ciné, c'est le célèbre débat, qu'est-ce que la cinéphilie? Et à chaque fois, je vois des grands, on va dire, des gens qui se lancent dans des théories en disant cinéphile, c'est-à-dire que t'aimes le cinéma, on a chacun une cinéphilie différente, machin et tout. Mm-hmm. Et il n'y a pas longtemps, je dis un truc qui pour moi me paraissait innocent, je dis, en fait, arrêtons En réalité, il n'y a pas de débat sur la question de la cinéphilie, c'est-à-dire que la cinéphilie, c'est un mouvement intellectuel qui est né en France, ça désigne vraiment quelque chose de très précis dans les années 20, et c'est simplement considérer le cinéma comme un art et pas uniquement comme un divertissement. Et intellectualiser le cinéma, on va dire, là où la plupart du grand public, ils voient qu'un divertissement. C'est un rapport différent au cinéma, mais il y a une définition qui est très précise. Et je pense que, et je me suis pris un retour, des gens, j'avais mis mon tweet, mais je me suis pris, je crois, une centaine de gens qui m'alertaient pour m'insulter et tout ça en disant, mais pour qui il se prend celui-là à dire qu'il y a que les cinéphiles qui intellectualisent, je sais pas quoi. Alors j'avais pas l'impression ça permet d'un côté de pouvoir discuter avec tout le monde, mais ça a des côtés évidemment beaucoup coups négatifs. Sachant que je disais ça pour dire que du coup, ça m'embête de voir que des sujets, pour prendre l'exemple de la cinéphilie, ça m'est arrivé récemment, qui sont pourtant, qui font pas débat, ou en fait qui font débat sur des questions beaucoup plus pointues au sein de la communauté, on va dire des vrais penseurs du cinéma, dans le sens de gens, en tout cas d'universitaires, qu'on en vienne à avoir des gens qui se sont lancés sur YouTube parce qu'ils aiment bien regarder des films, qui n'ont pas forcément de formation autour du cinéma, qui juste en parlent parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, mais qui des fois se mettent à réinventer un peu, à se poser des questions auxquelles on a déjà des réponses depuis longtemps, et se les poser un peu mal parce qu'il y a des soucis, tu vois, de vocabulaire, des choses qui sont peut-être plus pointues, et c'est quelque chose qui m'embête, cette espèce d'impression de chacun son avis, chaque avis compte, chaque voix compte, oui, mais évidemment que l'avis d'un... En tout cas, pour caricaturer, évidemment que l'avis de quelqu'un qui a un doctorat en cinéma, qui a creusé la question, est peut-être plus pertinente que celui de Jojo, le cinéphage, qui adore le MCU, sans mettre de jugement de valeur aucun aux deux, quoi. Mais à un moment, l'horizontalité d'Internet fait qu'on se retrouve face à un bordel qui, des fois, et je le dis parce que je l'ai vécu pendant très longtemps, comme j'ai découvert ma cinéphilie à l'adolescence, dans les années fin 2000, début 2010, jusqu'à même fin 2010, j'étais un très gros consommateur de YouTube. J'avais jamais ouvert un bouquin de théorie de cinéma. Je regardais Le Fossoyeur de film, je regardais In the Panda, je regardais à l'époque, c'était Crossed, de Karim Debache, tout ça, et j'avais l'impression d'apprendre des choses pertinentes. Puis vient le jour où je me suis dit, je vais ouvrir un bouquin, quoi, où j'ai ouvert du Bazin, j'ai ouvert des livres qui font un peu peur au début, mais qui sont pas si inaccessibles que ça. C'est autre chose quand même. Hein. Et là, on se dit, attends, il y a des choses, j'avais l'impression de construire une pensée complexe sur des choses, alors qu'il y a des mecs, ça fait déjà 60 ans, qui ne se posent pas la question. Eh oui. L'idée de réinventer la roue tout le temps, quoi. Si on refuse de lire des bouquins, de se pencher sur ce qui a été dit avant, on en revient à des questions qui sont résolues depuis 70 ans, quoi. Donc, c'est pareil pour tous les sujets, c'est un peu le souci du non, mais je pense par moi-même, j'essaie de pas. Non, mais voilà. Cette pensée dont tu parles est très importante parce que quand tu parles de qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin ou d'autres articles ou des livres, des essais. Je pense au Temps scellé de Tarkovsky qui a été, je crois, un des plus grands chocs littéraires de ma vie, qui a été vraiment le bouquin qui m'a dit, et je me suis dit, mais je suis entièrement d'accord avec là tu prêches un converti, je suis d'accord avec toi par rapport à Tarkovsky, mais ça te permet aussi, ces bouquins-là dialoguent aussi avec toi, c'est-à-dire que tu peux te réapproprier ces types de pensées, mais aussi réfléchir de ton côté. C'est ça, et ça c'est fascinant.
Et mais de toute façon, l'histoire de la connaissance humaine, quel que soit le sujet, en tout cas philosophique, science évidemment, toutes ces connaissances humaines, depuis c'est pas pour rien que l'histoire, on considère qu'elle a commencé à l'apparition de l'écriture, c'est que c'est le moment où on a pu commencer à transmettre aux générations futures ce que nous, on avait passé peut-être toute une vie à penser, et qui, eux, n'ont pas besoin de repartir de zéro, peuvent se baser là-dessus et aller plus loin, ce qui a permis de... Je sais pas, quand on étudie l'histoire, c'est incroyable de se dire que là, on est en train de discuter sur Internet, et pourtant, il y a 5000 ans, l'écriture naissait chez des Mésopotamiens, et tout ça, c'est comment dire, c'est un édifice, en fait, que l'humanité construit. Et j'ai l'impression que refuser, des fois, cette espèce de démagogie que prônent aussi certains gros youtubeurs, d'être là, chacun de notre avis, chaque avis compte, chacun ses goûts, tout ça, cette espèce de relativisme un peu démago, empêche justement des fois de participer à cet édifice qui est magnifique, en fait, de se dire on pourrait pousser tellement plus loin la question du cinéma. Là, il n'y a pas longtemps, je lisais, j'ai plus le titre, là, je vois pas loin le bouquin de Benjamin, là, de Walter Benjamin sur... Walter Benjamin, oui, je vois très bien l'art, l'époque de sa reproductivité technique, où il se posait des questions. Déjà, il y a 100 ans, il commençait à se demander comment l'art évoluait avec le cinéma, qui est justement un art qui n'est pas rattaché à un support technique, à un support physique, où c'était déjà une reproduction technique à échelle industrielle. Qu'est-ce que ça impliquait philosophiquement, qui se pose des questions. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui va développer dedans, mais il se pose des questions très intéressantes. Et là, il n'y a pas longtemps, je me disais, je voyais avec l'essor des NFT, là, les œuvres d'art en crypto-monnaie, qui sont des œuvres d'art qui existent purement de façon virtuelle, mais qui pourtant ont une vraie valeur sur le marché, avec de la spéculation, tout ça. Ça pose des questions encore qui sont... On s'avance sur des terrains qui sont assez inexplorés. Et c'est dommage que dans le cadre du cinéma, qui est un art vraiment populaire, quand on regarde les gars qui venaient des cahiers, tout ça, qui sont ceux qui ont construit la cinéphilie à une époque où il n'y avait pas de cursus universitaire de cinéma, c'était des gens qui ils avaient quand même peut-être fait des études dans d'autres domaines, mais qui en tout cas ont construit à partir de rien, on commence à se poser des questions, à construire un édifice qui au final, on a cette impression souvent un petit peu, j'ai l'impression, chez beaucoup de gens, de se dire, voilà, lire Bazin, ça va être inaccessible, alors qu'en réalité, une fois qu'on est là, même si ça peut être un petit peu technique, qu'est-ce que le cinéma sur certains points, ça reste quand même globalement assez accessible, et en plus, on peut facilement trouver la ressource sur Internet qui nous permettrait de comprendre les choses qu'on passe à côté. Et c'est bête, parce que justement, je disais, avec cette espèce d'horizontalité qui m'embête, on a tendance à régresser, à presque revenir à une conception du cinéma d'avant les années 1920. Quoi. Quand je vois des gens sur... Je te dis, cet exemple, ça m'est arrivé il y a à peine une semaine, mais je me suis fait vraiment insulter, mais de façon très violente, pour avoir osé dire que justement le cinéphile considère le cinéma comme un art, là où le spectateur lambda le considère comme uniquement un divertissement. Et c'est là où, en tout cas, il y a cette différence de conception. Et quand je vois que quelque chose d'aussi simple que ça, que ça fait quand même, ça date quand même des années 1910-1920, avec les premiers mouvements cinéphiles, ça fait quand même quasiment une centaine d'années qu'on en est... Ouais, même ça fait 100 ans que cette question est résolue, depuis quasiment le début du cinéma, qu'on en revient chez des gens qui ont une très large audience, à renier quasiment 100 ans d'héritage intellectuel autour du cinéma pour revenir sur des questions basiques. Et c'est dommage, parce que je vais pas reprocher aux gens de ne pas lire. Moi-même, je suis pas un immense lecteur, et c'est beaucoup plus facile de regarder une vidéo, d'écouter. Mais je reproche en tout cas mais c'est un petit peu le problème d'offre et de demande, quoi. Je reproche aux gros youtubeurs de peut-être pas prendre la mesure de la portée qu'ils ont dans ce qu'ils disent. Entièrement d'accord avec toi. De la responsabilité. Voilà, c'est ça, la responsabilité. Et qui peuvent avoir une responsabilité de transmettre des fois des conneries, surtout quand on aime le cinéma. C'est ça ce qui me fout les boules, c'est que si on aime vraiment le cinéma et que c'est vraiment quelque chose qui nous anime,
raison de plus pour y faire attention, quoi, pour pas dire n'importe quoi. Pour se demander, je sais que la question du MCU d'Avengers est souvent au cœur des débats cinéphiles. Est-ce que c'est pas de la grosse daube? Est-ce que on peut assumer, mais le MCU, tout ça, personnellement, je trouve ça vraiment pas très bien. Mais c'est un euphémisme. Mais oui, cette espèce de relativisme qui prône pour toucher plus de monde, c'est normal quand on essaie de toucher plusieurs centaines de milliers de personnes, au final, de se dire, je vais peut-être pas parler de Romer, je vais parler de Harry Potter, quoi. Et c'est compliqué comme question parce que, évidemment, comment dire, comme je parlais de la responsabilité, mais en même temps, peut-être que si, de base, ils connaissaient ces sujets, ils parlaient de cinéma de façon plus pointue, ils n'auraient jamais eu les centaines de milliers d'abonnés qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on est dans un... Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Mais ça ferait un sujet, je pense, extrêmement important et pertinent, auquel il faudrait peut-être réfléchir, mais c'est un sujet qui est délicat parce que pour cela, il faudrait prendre des exemples précis. Et moi, par exemple, j'ai un exemple, et puis je pense qu'on va arrêter l'émission là-dessus. Et il y a un YouTuber qui a beaucoup qui est assez influenceur, qui répondait qui faisait une espèce d'FAQ sur sa chaîne. Et ses abonnés lui demandaient pourquoi tu ferais pas ce live sur tel cinéaste, ou un live sur tel cinéaste, ou un live sur tel cinéaste. Et puis à un moment, il y en a un qui lui demande un live sur Billy Wilder, et ce YouTuber dit ah oui, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'on serait que 30 personnes. Pour moi, ça c'est un problème. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on se retrouve. Mais c'est un véritable problème. D'être dépendant, on va dire, clairement de YouTube. C'est-à-dire que, mais non, parce que si tu es animé, quand tu as une chaîne YouTube et tu es animé par une idée de transmission de quelque chose, tu ne peux pas te permettre de penser, tu ne peux pas te permettre de privilégier cela. Si réellement tu es animé par l'idée et l'envie, le désir de transmettre, tu ne penses même pas à cet aspect-là. Pour moi, c'est antinomique. C'est vraiment antinomique pour moi. Je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, j'ai du mal à leur jeter la pierre parce que c'est vrai qu'à leur place, on dit ça, c'est vrai que c'est assez facile. Je vis pas du tout de YouTube, évidemment. Je vis à côté de mon boulot. Mais peut-être que si on me disait, voilà, tu as l'occasion de gagner ta vie en parlant de cinéma, en transmettant autour du cinéma sur Internet, évidemment que je serais heureux, que je sauterais de joie et je dirais, oui, je préfère laisser tomber mon job alimentaire peut-être à côté qui me fait chier pour faire ça. Mais en même temps, si je me retrouve face à un petit peu ce dilemme de me dire, voilà, j'ai envie de faire, je sais pas, 8 heures de vidéo on parlait de Wang Bing sur Wang Bing, ou peut-être parler d'un sujet un peu plus accessible qui va me ramener plus de gens, qui va peut-être, tu te retrouves peut-être à un moment face à un dilemme. Je parle quand même je pense que la plupart des youtubeurs ciné sont quand même cyniques et sont pas très intéressés par ça, mais je pense que pour avoir vraiment cette liberté de choix, il faut se permettre comment dire, faut arriver à être détaché totalement de la dimension monétaire. C'est vrai que si c'est ton moyen de vivre, ton moyen de substitution, ça met, c'est le problème quoi d'offre, de demande de YouTube dans tous les cas. Donc mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Soit on garde une forme d'intégrité et on aspire à partager, on aspire non pas à élever la médiocrité des choses, parce que c'est vraiment de la médiocrité. Hein. Oui, non, soit si des gens comme cela, à partir du moment où tu arrives suffisamment à gagner ta vie, parce que tu proposes un contenu éditorial qui est très intéressant,
pourquoi pas? Mais si dès le départ, tu as une base où tu questionnes le cinéma, tu penses questionner le cinéma, mais finalement, tu brasses du vent, parce que tu ne parles pas de cinéma, tu brasses plutôt du vent, c'est terrible, c'est terrible. À des milliers de personnes qui te regardent et qui te disent c'est une très bonne émission. Soit tu es estomaqué parce que tu entends, parce que tu vois, parce que ce que tu vois et ce que tu entends, tu le trouves sur des moteurs de recherche, tu le trouves sur des articles de Wikipédia, tout ça, c'est terrible, c'est terrible. Mais une seule fois, une exception, de parler d'un cinéaste et de se dire qu'on va peut-être avoir 30 vues. Ce qui est faux, hein, parce que des gens qui ont 100 000 abonnés n'auront pas 30 vues s'ils parlent de Billy Wilder, ils auront peut-être moins, mais pour moi et toi, le moins, ce serait génialissime, c'est 400, 500 vues. Surtout moi, je pense que Billy Wilder reste quand même très accessible. Enfin, pour moi, voilà. Ça reste quand même relativement accessible. Là où je me doute que s'ils vont parler peut-être d'Aung San Suu Kyi, de choses peut-être un peu plus comme ça, qui peuvent être un peu moins accessibles, mais les cinéastes américains de l'âge d'or, que ce soit Billy Wilder, John Ford, tout ça, faisaient quand même avant tout, eux-mêmes en tout cas, faisaient du divertissement. Ils s'adressaient pas quand tu poses la question à Ford, c'est ce qu'il te dit. Hein, il disait, il se considérait comme un artisan, quoi, mais ils font partie de cette génération, comme il y en a beaucoup aussi aujourd'hui, qui vont pas, qui vont être extrêmement discrets sur leur manière de construire et de penser le cinéma. Ils sont pas dans le, ils n'ont pas un verbe omniprésent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne pensent pas. Au contraire, ils pensent terriblement. Et ils font des choses qui peuvent sensibiliser des sociologues, des philosophes, des universitaires, et qui vont te pondre 300, 500, 700 pages. Il y a un universitaire qui a pondu 500 pages sur le film Outrage de Brian De Palma. 500 pages sur Outrage. Je veux dire, c'est quelque chose. Et là, je suis en train de le lire, je prends du temps. Mais là où je veux en venir, et moi j'y crois dur comme fer, c'est que nous avons une responsabilité dans ce média YouTube. Nous partons avec un handicap extraordinaire, à savoir que YouTube est considéré à 95% comme une poubelle. Et donc, nous partons avec cet handicap et nous arrivons, tant bien que mal, à quand même proposer des choses qui nous ressemblent. Et on se dit, ces choses-là peuvent peut-être créer un dialogue avec d'autres personnes. Et on dialogue. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pour revenir un petit peu avant, mais j'ai pensé pendant que tu le disais, par rapport aussi aux gros youtubeurs à plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui se privent, je pense que aussi tu disais s'ils sortaient une vidéo sur un sujet plus pointu, ils feraient peut-être un peu moins de vues, mais ils en feraient quand même beaucoup. Je pense aussi que c'est là qu'on revient à la question de la responsabilité, c'est-à-dire que je pense que par exemple, pour prendre l'exemple, revenir sur In the Panda, j'ai rien contre lui de personnel, quoi. C'est peut-être le plus gros et en même temps peut-être le plus symptomatique de ça. Si je pense que, et encore j'ai l'impression que depuis quelques temps il fait des sujets quand même un peu plus ça reste des choses qui me parlent pas des masses, mais qui sont quand même, il va aller parler de sujets qui sont peut-être moins évidents pour le grand public. Je pense que la dernière vidéo que j'ai dû voir de lui, c'était cet hiver, c'était, je crois, sa vidéo sur une série télé qui avait été tournée en direct pendant 24 heures non-stop et qui était plus une sorte d'œuvre d'art, de performance artistique que de film. Et c'est quand même quelque chose d'assez pointu. C'est quelque chose qui lui a parlé, il a fait une vidéo dessus, et je pense pas qu'il ait fait. Je pense que sa vidéo a quand même bien marché, et il a une forme de responsabilité parce que si demain il décidait de. J'ai des retours, j'écoute pas son émission par le cinéma, mais j'ai des amis qui écoutent, qui m'a dit qu'il déteste Aung San Suu Kyi. Il a dit que vraiment, c'était vraiment pour lui quelque chose qu'il trouvait horrible. Mais je suis sûr que s'il sortait une vidéo de 20 minutes là, pour vendre Aung San Suu Kyi, parler de ce réalisateur et conseiller ses films, il élèverait peut-être un peu le niveau, dit comme ça peut-être un peu méprisant, mais il élèverait peut-être un peu le niveau chez ses abonnés, et peut-être qu'il va toucher. De toute façon, je pense qu'un youtubeur qui conseille un film, il y a quoi ? Il y a peut-être même pas 10%, même les gros youtubeurs qui font plusieurs centaines de milliers d'abonnés, je pense qu'il n'y a même pas 10% de ça, et 10% je suis large de ces spectateurs qui vont aller voir le film après. La plupart le regardent comme un divertissement. Et moi-même, à l'époque où je regardais le Fossoyeur de films,
où je regardais la non-movies de In the Panda, où je regardais Crost et Chroma, tout ça, c'était assez rare que j'aille voir le film après, parce que soit j'avais déjà vu le film, ce qui me parlait déjà avant, soit après, je disais bon, peut-être, mais ça m'arrivait peut-être une fois sur 5, une fois sur 6, d'aller vraiment voir le film dont il parle. Donc, imaginons, si In the Panda sortait une vidéo un peu à la manière des non-movies, avec du scénario, des vannes, tout ça, pour nous vendre, je sais pas, un jour avec, un jour sans, là, de Hong Sang-soo, je pense qu'il ferait autant de vues qu'en temps normal, vu que les gens le regardent pour ses vannes. Et tu as peut-être 1, 2, 3, peut-être 10% de ces spectateurs qui vont découvrir un film qui va peut-être les ouvrir vers une forme de cinéma plus naturaliste, plus réaliste, à laquelle qui ne connaissaient pas et qui peut-être ils vont avoir un véritable choc. Et juste pour ça, juste pour se dire, c'est facile de le dire, mais j'ai l'impression que si j'étais à sa place, c'est ce qui me toucherait le plus, de me dire peut-être que je vais toucher, peut-être sur 100 000 personnes, il n'y en a que 3 qui vont aller voir le film dont je vais parler, mais peut-être qu'ils vont ressortir bouleversés, tu vois, lire un commentaire, je sais pas, de quelqu'un qui dit, bah voilà, je connaissais pas du tout, je regardais, j'étais un fan d'Avengers, tout ça, je sais pas, quelque chose qui me parlait, puis j'ai été voir Conte d'été de Romer, et en fait, je me suis pris une claque, et j'ai découvert quelque chose qui me parlait, et en fait, j'ai découvert que le cinéma, en fait, c'était, comment dire, une façon que le cinéma a eu de s'adresser à moi, à laquelle je ne m'attendais pas. Et je me suis retrouvé face à un film qui a parlé de moi. En fait, c'est un peu moi, c'est ce que j'aime chez Romer, c'est que tu as cette impression que c'est des aventures que tu peux avoir vécues, des histoires d'amour, des amourettes, des films de vacances, enfin, ça, des choses que même si tu n'as jamais vécu exactement les mêmes histoires, tu te retrouves dedans. Ça parle autant de toi que des personnages. Et c'est magnifique. C'est ce qui fait, que j'adore Homer, en tout cas, personnellement. C'est que surtout Conte d'été, qui est un de mes films préférés, c'est vraiment le personnage de Conte d'été me rappelle mes galères amoureuses quand j'avais 18-19 ans. Et voilà. Et je pense que ces youtubeurs sont un petit peu victimes de l'algorithme et de tout ça, mais sont responsables aussi de l'état actuel, en tout cas du YouTube cinéma francophone. Okay, parce que je sais que je connais mal le YouTube anglophone, mais pour connaître, je connais juste excuse mon anglais approximatif, Every Frame Painting. Je ne sais pas si tu connais, qui a une chaîne, j'ai découvert il y a 2-3 ans, c'est une chaîne américaine. C'est un gars qui faisait des vidéos de 10 minutes et il te parlait d'un sujet, mais c'était vraiment en étant à la fois carré et agréable à regarder sous une forme un petit peu divertissante. Il parlait, par exemple, la vidéo qu'il a fait que je préfère, c'est sur Jackie Chan et elle s'appelle, je crois, How to Edit, comment monter une comédie d'action. Et en fait, il pose, parce que Jackie Chan, personnellement, je suis un grand fan de Jackie Chan. Comment on peut être fan de Jackie Chan et de Romer? Oui, c'est possible, bien sûr. Et j'apprécie énormément Jackie Chan parce que justement, qui est pour moi un des plus grands artisans du cinéma d'action, parce qu'il a une mise en scène et un montage qui est incroyablement réussi, mais qui, toi, quand tu regardes le film, quand on regarde le film, on a l'impression presque, c'est tellement fluide qu'on le voit pas. On a presque l'impression que c'est plus un chorégraphe qu'un bon réalisateur. Et en fait, au final, sa mise en scène, son montage sont pensés de façon tellement intelligente, qu'on retrouve. Tarkovsky penserait beaucoup de mal de ce que je suis en train de dire, mais je trouve qu'on retrouve presque des idées du temps scellé chez Jackie Chan, en tout cas dans sa conception du moins de montage possible, d'essayer de faire naître l'action au sein du plan au lieu de la faire naître avec des surcutages comme on fait aujourd'hui, de cette façon pour le montage qu'il a de remettre un coup, il va le mettre 2 fois avec un léger il peut te mettre un coup sur un plan large, puis après faire un gros plan où on revoit le coup, 2 images en avance, en fait on voit 2 fois le coup quand ça tape, et ça passe tellement vite que ton œil le voit pas, mais ton cerveau le voit, et tu sens le vrai impact des coups. Là où quand on prend les films d'action américains modernes, ça va être, tu sais, coup, cut, et du coup en fait tu sens jamais l'impact des coups, et tu as cette impression que presque qu'ils se touchent pas, quoi. Tu vas avoir le coup qui arrive,
cut, la réaction, mais en fait, tu n'as pas au sein du même plan le coup et la réaction. Et c'est des choses qui semblent tellement fluides quand tu regardes un Jackie Chan que tu l'intellectualises pas, quoi. Quand tu le vois, tu le vis le truc et tu dis, waouh, c'est impressionnant. Et en fait, quand tu écoutes ce mec-là, Every Frame a Painting, c'est quelque chose d'assez communément admis, en tout cas chez les spécialistes qui parlent de Jackie Chan, ça, mais quand tu écoutes ce mec-là, avait une façon tellement intéressante de le montrer, de le dire, que ça m'avait fait me dire, à l'époque où je regardais Jackie Chan avec un plaisir un petit peu coupable, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose de vraiment intéressant chez Jackie Chan, ce n'est pas que de l'ordre du plaisir coupable. C'est en tout cas, c'est peut-être pas un artiste, mais c'est en tout cas un artisan qui est du cinéma, qui est vraiment dont le travail est incroyable. Il faudrait que tu lises, si ce n'est déjà fait, ce bouquin merveilleux de François Barge-Prieur qui s'appelle Sur les traces de Jackie Chan, qui a été édité chez Leitmotiv. Et je l'avais même interviewé au cours d'un live chez moi. J'ai vu passer ton live, je me le suis mis dans regarder plus tard sur je pense que ça, enfin, le live, je m'en fous, je veux dire, mais si t'as l'occasion, de l'écouter, oui, il dit des choses intéressantes. J'écouterai le live et je lirai. Voilà, mais le livre, vraiment, il faut le lire, c'est passionnant, c'est vraiment une enquête, et puis ça rejoint aussi ce que tu dis. Écoute, Borat 8 va être jaloux parce que avec lui ça fait une demi-heure, avec toi ça fait 66 minutes et je pense qu'on peut aller encore plus loin. On va s'arrêter là, oui. En plus, j'ai des trucs à faire, donc j'ai pas vu l'heure passer aussi. En tout cas, ce fut un plaisir parce qu'on a vraiment touché on a parlé de pas mal de choses qui sont intéressantes et qui restent d'actualité. Ça m'a fait plaisir aussi de discuter avec toi. Et puis, du coup, on se retrouve pour le live. Et même si à l'occasion, écoute, moi, c'est toujours un plaisir de discuter cinéma. Eh ben, écoute, déjà, dans 2 jours, donc jeudi, on se retrouve avec tes confrères et on discutera de cette figure intéressante et importante de Johnny Hallyday au cinéma. C'était Effet Croqué avec le deuxième rédacteur du podcast Scope. Hier, c'était Borat 8. Aujourd'hui, c'est Lucas. Demain, ce sera Artopolis et après-demain, Archimède Kebab. Merci beaucoup, Lucas. C'était passionnant et hâte de te retrouver dans 2 jours. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi. Générique, c'est parti. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.